Et voici l'indicatif de notre nouveau grand destin de la semaine. Qui dit lundi dit nouveau grand destin. Et celui que vous avez choisi aujourd'hui, Franck Ferrand, vous le connaissez presque par cœur, le bien-aimé Louis XV. Ah oui, c'est un destin qui me tient à cœur, tout particulièrement. Il se trouve que j'ai consacré des mois et des mois de ma vie à étudier l'un des groupes humains les plus structurés, les plus raffinés, les plus dépravés aussi, disons-le, qui furent jamais. Je veux parler de la cour royale à Versailles sous le règne de Louis XV. Or, vous savez qu'on évoque beaucoup le règne de Louis XV et souvent son époque et sa cour et sa politique et ses amours et ses travers, etc. Mais il est assez rare qu'on prenne le temps de retracer dans sa cohérence, dans ses rebondissements toujours un peu étonnants, cette vie pourtant fantastique et qui commence, vous allez le voir dans un instant, comme une tragédie noire. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Un grand destin par semaine, un épisode par jour, c'est la nouvelle formule d'Au cœur de l'histoire. Le grand destin que vous ressuscitez aujourd'hui, c'est celui de Louis XV, une vie incroyable qui commence par un drame. Franck. Oui, je vous rappelle que le samedi, c'est une petite parenthèse, mais le samedi, vous pouvez réécouter les l'ensemble. 5 épisodes. C'est ce qui s'est passé donc samedi dernier avec Charlie Chaplin. À 14h, oui. Donc voilà, nous allons parler donc de Louis XV et souvent les biographies de rois commencent par ces mots « Rien ne prédisposait tel jeune prince à régner un jour ». Alors, au fond, c'est une phrase qui n'est jamais tout à fait vraie, parce que dans les vieilles monarchies, ne coiffent la couronne que des membres éminents de la famille royale. Mais si on admet que certains monarques étaient à leur naissance moins bien placés que d'autres dans l'ordre de succession, alors aucun n'a été plus éloigné du trône que celui qui un jour va devenir Louis XV. Il faut vous dire que lorsqu'il vient au monde, c'était le 5 février 1710, il y a entre le trône et lui, d'abord le souverain régnant, le vieux Louis XIV, son arrière-grand-père bien sûr, et puis l'héritier direct de celui-ci qu'on appelle le grand dauphin, à la cour on l'appelle Monseigneur, c'est le grand-père de notre nourrisson, et puis son père bien entendu, ce duc de Bourgogne, qui lui-même va devenir l'héritier à la mort du grand dauphin l'année suivante, et enfin, comme si cette brochette n'était pas suffisante, il y a un frère aîné, c'est-à-dire que notre petit prince qui vient de naître là, le 15 février 1710 est titré duc d'Anjou, mais il a un grand frère qui s'appelle le duc de Bretagne. D'ailleurs, entre nous, il y avait même un premier enfant, puisque le duc et la duchesse de Bourgogne ont perdu en bas âge un premier enfant. Le grand frère est né en 1707 et le nôtre, là, il naît en 1710. Donc, tous les chroniqueurs nous disent qu'en février 1710, Louis XIV est aux anges et pour cause. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi, qui d'ailleurs est encore en bonne santé, parce que Louis XIV est en pleine forme, qu'un roi a la fierté de voir s'aligner pour lui succéder fils, petit-fils, arrière-petit-fils. 3 petits-fils, 2 arrière-petits-fils. Vous vous dites que la suite est assurée, que le vieux roi peut dormir sur ses 2 oreilles. Eh bien, vous avez tort. Car en 1711 meurt donc le grand dauphin. Bon, il faut vous dire qu'il faisait tellement d'abus. C'était ce gros homme, c'est étonnant, qui passait son temps dans les plaisirs. Il avait vraiment profité de la vie, lui. Donc il meurt en 1711. Et alors surtout, en février 1712, alors que le petit duc d'Anjou a tout juste 2 ans, ses parents sont pris, d'abord sa mère. Il faut vous dire que sa mère avait vu un voyant qui venait de Turin, qui lui avait dit « Oh madame, vous vivrez jusqu'à 27 ans révolus. » C'est peu quand même. Et la princesse ne cessait de dire « Oh, de toute façon, c'est ma dernière année. » On lui disait « Mais madame, ne vous couchez pas si tard, ne jouez pas comme vous le faites, etc. » Elle disait « Mais je profite d'une vie qui m'est comptée. » Elle savait qu'elle allait mourir. Et de fait, elle tombe malade. Il faut dire qu'elle ne s'est pas ménagée pendant cet été 1711-1712. Elle en l'a beaucoup vu à la chasse, alors qu'il pleut, qu'il givre, peu importe, elle est là toujours. Et quand elle rentre de la chasse, elle passe faire sa cour au roi et à Madame de Maintenon. Et dès qu'elle a fini, la dauphine, puisque maintenant elle est devenue dauphine, s'en va danser. Et après le bal, elle joue toute une partie de la nuit, etc. Vous voyez un peu le genre de vie. Et voilà qu'un jour, elle arrive à Marly, on est obligé de l'aliter, elle est prise de très fortes fièvres, et puis assez vite, au bout de quelques jours, vont apparaître les terribles taches rouges qui sont le signe de la rougeole. Et la rougeole, c'est une maladie qu'on prend plus qu'au sérieux à l'époque, toujours du reste, mais à l'époque, ça pouvait être mortel. Là, c'est une rougeole maligne, nous dit le premier médecin.
La princesse Vassalité, on ne la reverra jamais debout. Elle va mourir. Son mari lui avait dit que si elle mourait dans les 8 jours, il la suivrait. Eh bien, le pauvre, c'est exactement ce qui va lui arriver. Et le petit duc de Bretagne, à son tour, a les taches rouges. Et le petit duc d'Anjou aussi. Bref, en l'espace de quelques jours, voilà le dauphin, la dauphine, leur fils qui était le nouveau dauphin, qui meurt et ne reste plus maintenant pour succéder à Louis XIV que cette espèce de petit héritier, ce bébé malingre, orphelin, qui passe pour un véritable miraculé. Le fait est que le petit duc d'Anjou aurait dû y passer lui aussi sa survie. Il la doit à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. Il commençait à parler, vous savez, à l'époque, il l'appelait Maman Ventadour. Et cette duchesse de Ventadour est une femme de tête, convaincue que les parents et le frère de l'enfant ont été les victimes des purges et des saignées ordonnées par la faculté. Elle va fermer la porte des appartements princiers à tous ces diafoirus. Elle les tient à distance, ces médecins, qui sans doute, avec les meilleures intentions du monde, vous envoyaient ad patresse avec plus de certitude qu'un fichu virus, moyennant quoi, grâce au mauvais caractère de sa gouvernante, eh bien, le petit a survécu. On ne donne quand même pas tellement cher de sa vie à ce petit prince qui est tellement peu. Il est pâle, il a de grands yeux qui, paraît-il, lorsqu'il vous fixe, sont assez impressionnants, des grands yeux noirs qui éclairciront un peu avec le temps. C'est un enfant assez étrange, un peu fantomatique, bien entendu, sur lequel on veille évidemment, puisque c'est sur lui que repose la succession. S'il venait à mourir, c'est son oncle, le duc de Berry, donc le troisième petit-fils de Louis XIV, le duc de Berry qui régnerait sur la France, sauf qu'en 1714, accident de chasse, décidément, pas de chance, le duc de Berry tombe de cheval et ce ne sont pas des os qu'il se casse, c'est une veine carrément qui va rompre. Alors il va avoir beaucoup de vomissements et les médecins de l'époque disent « Oh, c'est curieux, il a dû faire une indigestion de chocolat ». C'est pas du chocolat évidemment qu'il vomit, c'est du sang. Vous voyez comme ces médecins sont dangereux. Il meurt, le duc de Berry. Et alors là, vraiment, le seul, l'unique, le dernier héritier de Louis XIV, c'est ce petit duc d'Anjou. Ah, il est frêle, mais il survit. Au cœur de l'histoire. Suite du premier épisode du Grand Destin de la semaine consacré à Louis XV. Louis XV qui a à peine 2 ans, Franck, est devenu le nouvel héritier du trône de France. Et oui, il va donc grandir dans cette responsabilité. Alors c'est un tout petit enfant, mais quand même, tout de suite on lui explique, bien entendu. Et lorsque son arrière-grand-père, ce très vieux roi Louis XIV, commence à aller mal, on est au mois d'août 1715, eh bien on essaie de faire comprendre à l'enfant que c'est lui qui va devenir le roi. Alors on l'amène au chevet de son aïeul et il y a cette scène qui a été souvent racontée mais qui est extraordinaire entre ce très vieux roi de 77 ans qui vient d'achever le plus grand règne de l'histoire de France et puis ce tout petit enfant qui ne sait encore rien et Louis XIV dit à celui qui va devenir Louis XV « Mignon, vous allez être un grand roi. Mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre. » Il était bien placé, Louis XIV, pour dire ça. « C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela, dit-il. J'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenue par vanité. Ne m'imitez point. Mais soyez un prince pacifique et que votre principale application soit toujours de soulager vos sujets. » Ça peut paraître rien comme ça, mais cette sorte de bénédiction, ce passage de témoin entre le très vieux roi et le tout jeune, va avoir des répercussions essentielles sur l'histoire de France et sur l'histoire du monde, car Louis XV appliquera à la lettre le conseil de son arrière-grand-père. Alors, il devient le petit roi, vous savez, on coiffe le plumet noir, le roi est mort, on coiffe le plumet blanc, vive le roi. Ce petit roi Louis XV est complètement dépassé par les événements. Il ne suivra pas, ou de très loin, les événements du Parlement de Paris, cette séance extraordinaire au cours de laquelle on verra le régent, donc le neveu de Louis XIV, qui est l'oncle de Louis XV, Philippe d'Orléans, prendre la régence pleine et entière en cassant le testament du vieux roi qui prévoyait
la nomination de tout un conseil de régence. Ce conseil de régence présidé certes par le duc d'Orléans, mais au sein duquel le duc du Maine, c'est-à-dire un des enfants légitimés de Louis XIV, aurait eu une place absolument essentielle. Et ce duc du Maine devait notamment être le chef de la maison militaire du petit roi, c'est-à-dire qu'on lui donnait en quelque sorte les armes. Et ça, le régent n'en veut pas, enfin le régent Philippe d'Orléans n'en veut pas. Il promet tellement monts et merveilles aux parlementaires que le Parlement de Paris casse le testament. C'est la chute du duc du Maine. Le régent est pleinement le maître du royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, dont la réputation mériterait, mais on a déjà fait des émissions sur le régent Philippe, on pourrait en dire beaucoup sur lui, en tout cas, il va avoir cette loyauté foncière. Toute son action politique n'est dirigée que vers la mise au point d'un règne qui sera le plus prospère et le plus noble possible. Il veut remettre au petit roi Louis XV lorsqu'il sera majeur, c'est-à-dire quand il aura 13 ans, il veut lui remettre le royaume dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va l'éduquer. D'abord, on l'a emmené de Versailles. Il était venu s'installer à Trianon pendant quelques jours au moment de la mort de son arrière-grand-père. Et puis, on emmène le petit prince le petit roi, il est roi maintenant, on l'emmène à Vincennes. Ça ne s'est pas fait sans mal, parce que vous imaginez tous ceux qui, dans sa maison, tous les gens qui s'occupent de lui, n'avaient pas envie du tout de quitter Versailles. Mais le régent exige qu'on l'emmène à Vincennes, et puis, à la toute fin de l'année 1715, le 31 décembre 1715, on le ramène à Paris, au Palais des Tuileries. Il est maintenant à un jet de pierre du Palais Royal, où s'est installé le régent, et donc le roi et le régent vivent dans le même quartier, au cœur de Paris, parmi les Parisiens qui adorent les apparitions de ce petit roi extraordinaire. Alors évidemment, toutes les grandes histoires de l'époque, l'affaire de la bulle, Unigenitus, etc., passent complètement au-dessus de cet enfant. Mais ce qui est amusant, c'est de voir à quel point il peut être espiègle, bougon, il se roule par terre comme tous les enfants, évidemment, surtout que sa gouvernante, Madame de Ventadour, a tendance à être un peu trop gentille avec lui, peut-être. Et à côté de ça, cet enfant, lorsqu'il est dans des cérémonies officielles, lorsque par exemple il reçoit le tsar de Russie, Pierre le Grand, il joue parfaitement son rôle de roi de la manière la plus royale et la plus noble qui soit. C'est assez amusant. Alors, bien sûr, il va connaître un moment très dur, c'est au moment de ses 7 ans, vous savez ce qu'on appelle le passage aux hommes. C'était comme ça à l'époque, quand un enfant, dans les milieux très évolués, arrivait à l'âge de 7 ans, il quittait les jupons des femmes pour entrer sous la férule des hommes, si je puis dire, et en l'occurrence son gouverneur. C'est le duc de Villeroy, qui est un vieux barbon, pas rigolo du tout, très à cheval sur l'étiquette, etc. Heureusement, il y a un précepteur qui est auprès du gouverneur, qui se trouve être l'abbé, enfin il est maintenant évêque de Fréjus, c'est monsieur de Fleury, et lui est un homme psychologue, c'est un pédagogue, c'est quelqu'un de doux, qui comprend cet enfant, qui va devenir en quelque sorte son père de substitution, et ça aura là encore une répercussion considérable, puisque bientôt Fleury sera le Premier ministre du roi Louis XV. Et il est l'heure de découvrir la suite de notre feuilleton de la semaine, le grand destin consacré à Louis XV, dit le bien-aimé, en âge de devenir roi. Vous allez voir pourquoi il est le bien-aimé. Je vous ai montré hier ce tout petit garçon qui se retrouve roi, vous imaginez, dans quelles circonstances, très seul. Vous avez vu à quel point plus de père, plus de mère, quasiment pas de famille. Et bon. Or, le 31 juillet 1721, ce jeune roi, il a 11 ans révolus maintenant, il se trouve à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour la fête de la paroisse. Il ne vient pas de très loin puisqu'il réside aux Tuileries, donc il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. C'est un jour de canicule, ce 31 juillet, la foule est considérable. Disons les choses, la fête a été très mal organisée. Bref, le royal adolescent est bousculé, il se trouve mal et le soir, la fièvre se déclare. Elle devient forte le 1er août. Alors ça y est, les médecins arrivent à bride abattue, si je puis dire, saigné, ressaigné. Pourtant, Madame de Ventadour, qui avait sauvé le petit dauphin, est là, toujours, qui veille. Le 3e jour, on le fait vomir, on le purge plusieurs fois. On peut dire que la médecine de l'époque avait vraiment de quoi vous tuer. À Paris, dans tout le royaume, c'est l'émoi. On a sorti la chasse de Sainte-Geneviève, on a ordonné les prières publiques avec exposition du Saint-Sacrement, et miracle, dès le 4 août, le jeune roi va mieux. Il est même sauvé. Et à ce moment-là, c'est une explosion de joie indicible dont les chroniqueurs du temps, Barbier, bien sûr, le journal d'un bourgeois de Paris, vous savez, Barbier, Buvat, etc., les chroniqueurs se font l'écho de cette joie. On s'embrasse dans les rues, on chante, on danse, on hurle « Vive le roi !» sans casser la voix. Tédéum, députation, réjouissance publique pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. De mémoire de français, on n'avait jamais connu pareille allégresse, nous dit un témoin. Le 11 août,
À 4 heures de l'après-midi, entre aux Tuileries une troupe de 25 garçons, des apprentis tailleurs et perruquiers, en chemise de fine toile de Hollande, culottes blanches, bas et gants blancs, plumets, écharpes, rubans bleus, avec une douzaine de grelots à chaque jambe, l'un monté sur un faux cheval à housse d'or, et ils viennent là pour danser devant le jeune roi guéri, pour manifester leur joie, tout simplement. Que nous apprennent ces réjouissances extraordinaires? Eh bien, que ce jeune souverain si beau, si pur, est devenu l'idole de ses peuples, comme on disait à l'époque. La popularité de Louis XV est immense, elle est sans précédent. On peut dire que c'est à partir de là que le roi devient le bien-aimé du peuple français. Et vous savez que le bien-aimé, c'est le nom qu'il gardera dans l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi, le feuilleton est consacré, bien sûr, et comme toute la semaine, à Louis XV, qui est devenu l'idole de ses peuples. Vous nous le disiez il y a un instant. Il est devenu le bien-aimé et il va découvrir le jeune roi Versailles. Et oui, il est tout jeune, il a 12 ans, en juin 1722, lorsque on le ramène à Versailles, où il a vécu les toutes premières années de sa vie. Il en a plein de souvenirs, bien entendu. Il est très heureux. Il faut imaginer ce petit roi qui court partout. C'est un gamin, il a 12 ans. Alors on n'arrive pas à le tenir. Il veut aller voir la chapelle d'abord, qui a été la dernière grande réalisation du règne de Louis XIV, la chapelle de Robert de Cotte, sur des plans de Hardouin-Mansart. Et puis, il va aller se promener partout dans les jardins. On le voit courir jusqu'au Grand Canal. Et puis, il revient, il monte jusqu'à la Galerie des Glaces, ce que nous appelons, nous, la Galerie des Glaces. On appelait ça la Grande Galerie à l'époque. Et comme il n'y a plus de meubles dans Versailles depuis un certain temps, ça fait 7 ans que la cour n'est plus là, 5 ans en tout cas, il décide à ce moment-là de s'asseoir par terre. Et le régent et le reste de la cour qui le suivait péniblement, poussivement, si je puis dire, va en faire autant. J'aurais bien aimé voir ce tableau de tout le monde assis par terre dans cette Galerie des Glaces et le petit roi tout heureux. C'était une grave erreur politique, nous dit pourtant François Bluch dans sa biographie de Louis XV chez Perrin. Grave erreur politique, mais personne n'en avait conscience. Louis XV, suivant son sentiment, ne se souciait pas des contraintes de la raison. Versailles avait été le cadre merveilleux de son enfance. D'ailleurs, si le régent détestait un château qui lui rappelait les admonestations du feu roi, Louis XV savait que son bisaïeul eût désiré de le voir élevé à Versailles comme le lieu le plus propre, le plus commode et le plus magnifique que l'on pût souhaiter. Sic, nous dit Bluch à propos de commode, parce que c'est vrai que l'endroit est peut-être pas si commode que ça. Or, le jeune souverain veut imiter son prédécesseur, dit-il. Il ne fait donc 7 mois avant sa majorité que réaliser un souhait de Louis XIV. Au reste, en ce cadre connu et que l'Europe admire, il pense gagner en prestige, en liberté et en autorité. Le roi de Versailles est d'une autre stature que celui des Tuileries. C'est peut-être ça le secret, évidemment. Sauf que le manteau est un peu grand, si je puis dire. Alors, ce que François Bluch ne précise pas, c'est que le roi était venu à Versailles pour y préparer sa première communion, qui va donc avoir lieu au mois d'août. Et aussitôt dépassé la première communion, le régent décide d'écarter ce pauvre Villeroy, vous savez, ce duc de Villeroy qui est là toujours à côté du petit Louis XV et qui est un personnage complètement imbu de sa personne, dont on pense que l'influence sur le jeune roi n'est pas bonne. Le régent en a assez des opportunités de ce personnage et il va le faire arrêter et exiler. Sauf que Villeroy, depuis des années, n'a eu de cesse de dire à l'oreille du roi qu'il était l'homme qui représentait qui assurait sa sécurité. Que si lui-même n'était plus là, alors tout serait à craindre. Et on va voir le jeune Louis XV complètement affolé à l'occasion de cette arrestation. Il a les yeux rouges pendant plusieurs jours, il refuse de parler, il ne salue même plus le régent. C'est un véritable, on peut dire que c'est un traumatisme pour lui. On n'en est pas moins en train de préparer son sacre. Alors, le sacre était fixé à septembre. Seulement, les vignerons se sont dit que si toute la cour et toutes les armées, etc., se rendaient à Reims avant que les vendanges ne soient faites, ça allait être une catastrophe. Alors, on demande si, par respect pour le raisin, on ne pourrait pas retarder un petit peu le sacre. Et ce sacre, il est donc reporté
au 25 octobre 1722. La cathédrale, écrit Pierre Gaxotte, avait reçu une ornementation magnifique. Les plus belles tapisseries de la couronne tendues jusqu'à la voûte. L'autel couvert d'une nappe de drap d'argent galonné d'or. 2 dais de velours violet brodés de fleurs de lys. On prétend qu'il y avait 8000 aunes, c'est-à-dire environ 10 km, de tapisseries tendues. Sur les autels, des chasses d'or garnies des diamants, contenant les reliques les plus précieuses, comme le chef, c'est-à-dire la tête de Saint-Louis. 6 cardinaux, 5 archevêques, 20 évêques prennent place parmi les premiers, tandis que s'assied les maréchaux d'Étré, de Tessé et d'Ussel, qui devaient porter dans la cérémonie la couronne, le sceptre et la main de justice. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Suite de ce grand destin cette semaine consacrée à Louis XV, nous sommes donc le 25 octobre 1722. Le roi vient d'être sacré et couronné à Reims. Et oui, alors il n'est pas pour autant majeur. Vous savez que les rois de France étaient majeurs le jour de leurs 13 ans, pour leur 14e année, comme on disait à l'époque. Donc il faut attendre le 15 février 1723. Et dès le 16 février, il y a cette... Vous savez, les choses de la cour sont toujours très subtiles. Et il y a ce petit signe tout à fait magnifique pour les gens avertis. Le soir, le chef de l'État donne toujours l'ordre. Ce qu'on appelle l'ordre, c'est un mot. Alors généralement, c'est un mot qui passe par la tête du roi, n'importe quel mot. Ça peut être n'importe Ça lequel. peut être vraiment n'importe quel mot. Et ce mot, le roi le dit à l'oreille du capitaine des gardes, et ce sera le mot qui permettra ensuite, qui va être transmis, et qui permettra c'est le mot de passe, qui permettra d'entrer dans les châteaux royaux pendant toute la nuit. Eh bien, jusqu'ici, c'était le régent qui donnait le mot. Et le soir du 16 février, on voit le régent s'écarter et c'est le petit roi qui vient dire le mot, qui vient donner l'ordre, comme on dit, à l'oreille du capitaine des gardes. Et ça y est, le roi est majeur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de régence. La régence va s'achever. Il faut nommer maintenant un Premier ministre, se dit-on. Alors le régent, celui qui a assuré la régence, Philippe d'Orléans, qui, entre parenthèses, a été d'une parfaite correction et loyauté dans cette affaire. Le régent propose son camarade de débauche, mais qui n'en est pas moins un grand homme d'État, le cardinal Dubois, dont nous avons eu l'occasion de parler à ce micro. Il propose à Louis XV de le nommer Premier ministre. Et alors, c'est un peu une proposition pour la forme, car le régent n'imagine pas que le jeune roi lui dise non. Mais ce qui est amusant, c'est la façon dont réagit Louis XV. Au lieu de se montrer comme il est assez souvent en public, il se montre assez cordial, assez chaleureux, etc. Là, il lâche simplement du bout des lèvres un petit oui. Et ça suffit à nommer un Premier ministre qui meurt de la gangrène très tôt, dès le mois d'août. Quant au régent lui-même, d'ailleurs, il va mourir à son tour d'apoplexie, disons les choses, d'excès en tout genre. Il va mourir le 2 décembre de cette année 1723, ce qui fait que désormais, c'est le cousin du roi, c'est le duc de Bourbon, de la maison de Condé, qui va exercer le premier ministère. Alors, le duc de Bourbon est un homme insinuant, très ambitieux. Il faut vous dire qu'il a derrière lui et qui lui souffle dans les voiles, si je puis dire, sa maîtresse, Madame de Prie, qui est un personnage assez extraordinaire. Et le duc de Bourbon essaie d'extorquer au roi un certain nombre de grandes décisions. L'essentiel, c'est lui qui gère, bien entendu, avec une administration efficace. Je vais y venir dans un instant. Par exemple, le duc de Bourbon demande au roi s'il est d'accord pour rappeler le maréchal-duc de Villeroy, justement, son ancien gouverneur, vous savez. Et Louis XV répond la même chose. Un seul petit mot, il faut tendre l'oreille pour entendre. Oui. Non, dit-il. Là, cette fois-ci, c'est non. Et le gouverneur ne reviendra pas. Et il reviendra, mais beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que le premier soir où Villeroy se présente à Versailles, il pense que le roi va lui ouvrir les bras et tomber en larmes dans les siens. Et pas du tout. Louis XV affecte de ne même pas le remarquer. Et il fait exprès ce soir-là de parler à un grand nombre de courtisans pour bien montrer à Villeroy qu'il fait exprès de ne pas lui adresser la Mais parole. on sait pourquoi il a refusé alors qu'il avait été si triste de son Je pense départ. que, vous savez, il avait pris conscience de la mauvaise influence que Villeroy avait pu avoir sur lui, et puis il lui en voulait d'avoir été tellement tatillon, tellement pénible pendant toute cette enfance qu'il a constamment rembruni. Et donc Louis XV est sans doute, ça c'est intéressant, c'est sans doute un être de rancune. C'est quelqu'un qui a la rancune tenace et qui, bien qu'il soit très discret, très poli, qu'il s'exprime peu, est capable de temps en temps d'une froide vengeance.
le roi tombe malade sur ces entrefaites et on se dit que sa succession n'est pas du tout assurée. Ça recommence, vous voyez. Et Madame de Prie, surtout, se dit que le pouvoir pourrait lui échapper. Alors vite, 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 il faut marier le roi. Dans un premier temps, on l'avait fiancé à la fille du roi d'Espagne, Philippe V. Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. Tout ça reste dans la même famille. Hein. On l'avait marié à cette on l'avait fiancé à cette infante d'Espagne. Sauf que le problème, c'est que cette triste Pépa, comme on la surnommait, était encore en âge de jouer à la poupée. Vous voyez, elle était loin de pouvoir donner des enfants au roi. On se dit non, c'est pas possible. On la remet tranquillement avec ses poupées, ses bagages dans un carrosse, direction Madrid, la pauvre, et l'on va choisir une femme en âge de procréer pour ce jeune roi qui a 15 ans là maintenant. On est en 1725. Alors, on fait toute une liste des princesses à marier en Europe, mais alors il y a tous les problèmes possibles. Soit ce sont des princesses russes, on se méfie des Russes, soit elles sont orthodoxes, soit elles sont protestantes. Vous imaginez, Sa Majesté très chrétienne, roi catholique s'il en fut, qui épouserait une protestante, pas possible. Bref, parmi les dizaines et dizaines de princesses dont on a fait la liste, il y en a une qui va rester, c'est la fille d'un roi de Pologne déchu et exilé, il s'appelle Stanislas Leżinski, sa fille s'appelle Marie Leżinska, c'est une petite famille qui vit très modestement à Wissembourg, vous savez, dans l'est du royaume, ce sont des réfugiés qui vivent avec une petite pension que la France veut bien leur verser, et encore quand elle la leur verse, et voilà le messager du roi de France qui débarque à Wissembourg et qui annonce au pauvre Stanislas Leżinski que sa fille est reine de France. Le mariage aura bientôt lieu à Fontainebleau, ce sera l'occasion d'une grande fête et ce sera pour le roi comme un véritable déclic. À compter de ce mariage, Louis XV est adulte et il va pleinement exercer ses responsabilités royales. Avec le grand destin de la semaine, c'est Louis XV. Alors Louis XV est un très jeune père de 10 enfants. Il est très entouré, très bien entouré. Il y a parmi celles qui le courtisent, Madame de Mailly. Et oui, on peut dire que c'est par elle que le scandale arrive. Et quel scandale qui va tellement durer et tellement s'approfondir. C'est un drôle de personnage, cette Madame de Mailly, fille du marquis de Nesle, qui va complètement faire chavirer Louis XV. Il faut bien comprendre qui est Louis XV. Il a été, vous l'avez compris, éduqué dans la plus stricte austérité par ce gouverneur, ce précepteur, cette gouvernante, etc., qui étaient quand même pas des gens rigolos, très chrétiens, etc. C'est un chrétien lui-même complètement investi et qui est déchiré intimement par ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, et après tout c'est la vérité, de tomber dans l'adultère. Il cache sa liaison à sa femme pendant des années. On ne parle pas du tout de la comtesse de Mailly devant Marie Leżinska, qui elle, de son côté, feint de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Entre parenthèses, je pense qu'elle est plutôt un peu soulagée que son mari commence à regarder ailleurs. Mais il se trouve qu'en 1738, la reine aussi va faire des cachotteries, puisque elle va avoir une fausse couche. Elle ne révèle pas l'événement à son mari, vous imaginez. Et évidemment, pendant quelque temps, elle va lui fermer la porte de sa chambre et Louis XV ne comprend pas puisqu'elle ne lui donne pas d'explication. Lui se croit, se voit rejeté. On pourrait dire que d'une certaine façon, il ne demandait pas mieux. Et évidemment, il va faire à partir de là, de Madame de Mailly, sa favorite en titre. Mais c'était courant chez les rois d'avoir des favorites. C'était courant chez un certain nombre de rois. Dont Louis XIV. Dont Louis XIV, bien sûr. On ne pourrait pas du tout en dire autant de Louis XIII, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais chez Louis XIV, effectivement, il y avait des favorites. Il y en a eu chez un certain nombre de ses devanciers. Et que dire d'Henri IV, hein, bien entendu, et de François Ier, etc. Mais pour Louis XV, c'est quand même... N'oubliez pas que s'il connaît son histoire et s'il sait très bien que ces devanciers ont eu des favorites, néanmoins, lui n'a pas eu sous les yeux le moindre exemple. Le seul exemple qu'il ait eu, c'est un très vieux roi, son arrière-grand-père, qui évidemment, depuis longtemps, ne courait plus le guidou, vous imaginez, depuis longtemps. Bon. Donc, et qui vivait d'ailleurs maritalement avec celle qu'il avait secrètement épousée, c'est-à-dire Madame de Maintenon. Louis XV est très mal et au moment des Pâques de 1739, après s'être confessé, on lui demande d'aller toucher les écrouelles. Vous savez que le roi de France était investi d'un pouvoir thaumaturgique. Il pouvait guérir certaines maladies de peau, mais tout ça supposait d'être en état de pureté, bien entendu, pour ne pas dire de quasi-sainteté. Et ça, pour Louis XV, c'est presque insupportable, c'est terrible. C'est le début pour lui d'une forme de neurasthénie qui va s'emparer de sa personne et qui va dès lors assombrir constamment son règne. Or, Madame de Mailly, elle, a fait entrer
le loup dans la bergerie, elle ne le savait pas, elle a fait venir à sa table sa propre sœur, qui est une jeune femme absolument charmante, Pauline Félicité, Madame de Vintimille. Sauf que ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que son amant, c'est que Louis XV allait tomber cette fois éperdument amoureux de Madame de Vintimille. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez, la belle que voilà. Louis XV est fou de sa Vintimille. Hélas, le drame survient le 9 septembre 1741. Il avait fait un enfant, il avait mis Madame de Vintimille enceinte et elle va mourir pendant ses couches. C'est un drame terrible pour lui qui ne fait que l'assombrir encore un peu plus. Alors on se dit, il va peut-être penser à autre chose. Oui, il va penser à autre chose. Il va prendre une troisième maîtresse qui est la duchesse de Lauragais. Et là, j'ose à peine vous le dire, mais c'est encore une des sœurs de Nesle. Et comme si il fallait compléter la liste, cette Madame de Lauragais bientôt fera place à une quatrième sœur, Madame de la Tournelle. L'opinion s'amuse beaucoup à l'époque. On dit choisir une famille entière, est-ce être infidèle ou constant? C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir ce Louis XV qui n'aura eu comme maîtresse que les filles du marquis de Nesle, qui doit lui se demander vraiment ce qu'il lui... Il faut vous dire que derrière tout ça, il y a bien entendu des factions, des coteries, des gens dont c'est tout l'intérêt, car si le roi laisse encore à l'époque gouverner le cardinal de Fleury à sa place, il n'en est pas moins une puissance immense. Il fait notamment beaucoup de nominations. Vous savez, c'est lui qui nomme à des postes, c'est lui qui répartit les bénéfices, notamment les bénéfices ecclésiastiques. Bref, le roi de France, c'est une puissance immense et on a tout intérêt, évidemment, par le biais des favorites, à l'approcher et à le circonvenir. C'est ce que fait notamment un certain Richelieu, le duc de Richelieu, qui est le petit-neveu du célèbre cardinal. Ce duc de Richelieu est un roué, c'est un personnage de très faible moralité qui a un succès immense auprès des dames, qui est une sorte de modèle. Il est nettement plus âgé que Louis XV et pour Louis XV, c'est une sorte de modèle. Lui qui est tellement timide, tellement réservé, il admire beaucoup cette assurance amoureuse du duc de Richelieu qui est devenu en quelque sorte le grand ordonnateur de ses plaisirs et qui ne va plus cesser parce que il lui a mis les filles de Nesle dans son lit, mais ensuite il fera la même chose avec une petite bourgeoise, Jeanne-Antoinette Poisson, qui sera bientôt marquise de Pompadour, et un jour, beaucoup plus tard, il en fera de même avec Madame du Barry. On pourrait presque dire de ce duc de Richelieu qu'il aura de bout en bout été le mauvais génie de Louis XV. Alors, je ne vais pas vous parler à propos de Louis XV que de femmes, de maîtresses et de petites affaires. C'était le comte Fleury qui écrivait Louis XV et les petites maîtresses. Nous y reviendrons bien sûr parce que ça fait partie du personnage, mais vous allez voir, parce que je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus, que Louis XV c'est aussi tout autre chose. Ça a été, qu'on le veuille ou non, un grand roi, surtout après la mort de Fleury. Et voici la suite de notre 4e épisode consacré à Louis XV pour ce grand destin. Alors après la mort du cardinal de Fleury, Louis XV gouverne seul et réellement la France. Vous savez, Louis XV il a créé dans les années 1730, à l'occasion de toutes les tractations plus ou moins secrètes qui ont eu lieu pour la succession au trône de Pologne, il espérait bien pouvoir y replacer son beau-père, puisqu'il avait épousé la fille du roi déchu de Pologne, Stanislas Leszczynski. Louis XV a mené lui-même une diplomatie secrète. Il a créé ce qu'on appelait le secret du roi. C'est sûrement pas ce qu'il a fait de mieux, évidemment, mais en même temps, ça montre quel est son degré d'implication dans les affaires publiques, et notamment dans les affaires internationales. Et ça n'est pas un hasard, sans doute, si l'une des premières décisions que va prendre Louis XV à partir du moment où il gouverne lui-même, après la mort du cardinal de Fleury, l'une des premières décisions, c'est de faire la guerre à celle qu'on appelait la reine de Hongrie à l'époque, c'est-à-dire la future impératrice Marie-Thérèse, aux Autrichiens, on devrait dire, à l'ennemi traditionnel de la France depuis déjà bien longtemps, cette maison de Habsbourg. Ce n'est pas un hasard si Louis XV lance ainsi la guerre, et il va d'ailleurs aller se battre lui-même aux côtés de ce très grand capitaine qui est un peu un mercenaire international d'une certaine manière, qui va se battre au nom du roi de France. C'est le maréchal Maurice de Saxe qui taille des croupières à un certain nombre des grands stratèges de l'Europe un peu partout, notamment dans les Flandres, mais pas seulement. C'est une véritable guerre générale qui embrase l'Europe à ce moment-là. On se bat, les Français et les Prussiens contre les Autrichiens et les Anglais, si l'on voulait simplifier la chose. Bon, rappelez-vous tout simplement Barry Lyndon, bien entendu. C'était exactement le sujet.
En 1744, à l'été 1744, le roi est de retour des Flandres, il est de passage à Metz quand il tombe malade. Alors, ce n'est pas la première des maladies de Louis XV, vous l'aurez remarqué, mais il va se passer à peu près la même chose qu'à chaque fois, c'est-à-dire une très grande émotion populaire. On sort les chasses et les reliquaires, on fait les grandes prières publiques, etc. On se penche au chevet de ce roi. Or, je me permets de vous rappeler que le roi n'est plus fidèle à la reine Marie Legzinska, puisqu'il a, eu toute cette succession des sœurs de Nesle dans son lit. Il a en ce moment comme maîtresse officielle, la favorite en titre, c'est la duchesse de Châteauroux, et les gens qui sont autour de lui et qui appartiennent au parti dévot. Il faut vous dire que Louis XV n'a jamais su se déprendre de ce parti dévot qui, pendant tout le cours de son règne, a eu une influence très importante. Les gens qui sont là autour du lit de celui qu'on considère comme un mourant lui disent « Sire, vous ne pouvez surtout pas mourir en état de péché. Il faut que vous mettiez vos affaires en règle et ça suppose que vous chassiez votre favorite. » Et l'on va voir Louis XV. Alors, on a l'habitude de dire, et nombreux sont les biographes qui ont insisté sur ce côté peut-être un peu lâche du personnage, et en même temps, est-ce de la lâcheté ou est-ce la volonté de mourir en bon roi chrétien? C'est très complexe cette affaire. On ne peut pas se mettre dans les affres intimes d'un personnage littéralement tiraillé entre son devoir et ses plaisirs. Toujours est-il que Louis XV va renvoyer la duchesse de Châteauroux. C'est une disgrâce, c'est terrible. Elle va refaire le voyage avec sa sœur jusqu'à Paris. Elle était venue au chevet du roi à Metz. On ne l'a pas accueillie à Metz. Elle rentre. Pour elle, c'est une chute, c'est une dégringolade. Or, Louis XV s'en sort. Une fois de plus, il se remet sur pied. Et alors là, c'est une double satisfaction dans l'opinion publique, puisque d'un côté, le roi a recouvré la santé et que d'un autre côté, on est débarrassé de la favorite. Tout va bien et ce sont de nouveau des réjouissances publiques. Et c'est à ce moment-là, peut-être davantage encore qu'au moment de la maladie du temps de la Régence, vous savez, de 1720, c'est à ce moment-là que Louis XV va acquérir ce titre qu'il gardera dans la postérité. Il devient pour tous Louis le Bien-Aimé.